Bonjour à tous, merci et bienvenue à ce talk sur arrêtons de rotater des clés et si on osait le credentialless. Alors tout de suite, je vais être transparent, on s'excuse pour la traduction du mot rotater, on n'a pas trouvé mieux. C'est un peu l'idée du talk, c'est de se dire que si on n'arrive pas à le traduire en français, eh ben pourquoi on va le faire? Voilà. Ce talk sera animé par Louis Billier, ici présent. Louis est SRE chez Sphere depuis maintenant 3 ans. Il a une expertise assez conséquente sur Google Cloud et Kubernetes, notamment la sécurité. C'est aussi un très bon cuisinier. Ça ne va pas nous servir dans le talk, mais c'est toujours bon à prendre. Ouais, et je crois que bon, c'est le terme. Je suis avec Gaëtan, ici présent, qui est lui aussi SRE chez Sphere depuis quelques temps, lui aussi certifié Google Architect, et aussi à propos de Vault, qu'il maîtrise beaucoup mieux que moi. Et avant de parler plus en détail de nous, petite question pour vous, deux, trois questions très rapidement. Qui est-ce qui doit gérer une application déployée sur un ou plusieurs systèmes interconnectés? Système interconnecté, ça va être par exemple un cluster Kubernetes qui va communiquer avec une base de données, potentiellement une CI qui va déployer des trucs, un système de monitoring. Voilà. Qui est-ce qui, dans la salle, doit gérer plusieurs systèmes interconnectés avec des systèmes de authentification, autorisation? Voilà, on peut garder la main ouverte, levée s'il vous plaît. Et parmi tout ça, qui c'est qui a dû faire une rotation de clés? Donc régénérer un token, régénérer une paire de clés RSA, changer un mot de passe. Ok, donc on voit déjà ceux qui ont les bonnes pratiques de sécurité dans les mains. Qui est-ce qui a dû faire ça dans l'urgence parce qu'il y a une fuite, une compromission de données et qui du coup a dû interrompre son sprint pour gérer ça? Et qui c'est qui a apprécié de le faire? On est tous d'accord. Moi non plus, j'ai pas aimé ce moment-là. Et je vous propose, premier hot take de ma part, c'est que gérer des credentials, ça implique un grand risque de sécurité parce qu'on est à un commit du drame d'avoir la production exposée à n'importe qui passe sur un dépôt GitHub. Et le but du talk, c'est de voir quels sont les outils à notre disposition pour éviter ce genre de drame. Ça nous est arrivé avec Gaëtan et on s'est dit, prochaine mission, parce que c'était un petit peu compliqué, prochaine mission, on va partir sur du credential-less et le temps passe et notre statut de prestataire, parce qu'on est chez Sphere, fait qu'on change de mission et on arrive sur une nouvelle stack. Et on n'a pas le luxe de pouvoir créer de zéro une application avec une infrastructure tous les 4 matins. Donc on est arrivé avec le existant. On avait un dépôt sur GitHub qui hébergeait une application écrite en Go. On avait une CI, comme toute personne dans l'informatique aujourd'hui, qui permettait de compiler tout ce code et créer une image Docker qui va aller le déposer sur une registry. Alors en l'occurrence, c'était Google Artifact Registry. Ensuite, on utilisait cette image Docker pour la déployer sur Kubernetes parce qu'on n'a pas encore adopté le WASI, on n'est pas encore assez en 2023. Et on stocke de la donnée, comme toute application normalement. Et pour ça, on utilise Google Cloud Storage et PostgreSQL sur CloudSQL. On est d'accord que là, c'est vraiment une image très simplifiée. On ne parle pas du système de monitoring. On va dire qu'on a un seul microservice avec un seul back-end de données, enfin deux pour le cas. Et on s'est dit avec Gaëtan, let's go. C'est ça, on va traquer ces credentials. Certes, notre application, on a un périmètre assez restreint, mais tout de suite, il y en a déjà quand même pas mal. Vous avez un schéma d'architecture, donc on va retrouver notre repo GitHub, notre Artifact Registry, notre application déployée dans Cube, un Cloud Storage et un Cloud SQL. Où est-ce qu'ils se cachent ces petits credentials? Eh bien, pas loin. Première étape, entre l'Artifact Registry et notre repo GitHub. On a déjà un système interconnecté, donc qui dit système interconnecté dit credential. Voilà, on ne va pas laisser de l'autente libre. On va en trouver entre notre application et notre cloud storage, notre bucket. Et rebelote, on en trouve un dans Cloud SQL. Attends, tu es en train de me dire que sur les 4 liens, là, on a 3 credentials déjà? C'est ça, ça fait déjà pas mal, mais bon, restons pragmatiques et allons-y step by step. Première étape, la CI. Donc nous, notre use case, c'est un repo GitHub et une registry sur Google.
On va devoir faire une authentique de type machine to machine. Notre application va devoir s'authentifier sur la registry. Petit rappel ou info, chez Google, on va passer par un service account. Un service account, c'est un type de compte qui représente une application. Ce n'est pas un humain, ça va être une application. Et sur ce service account, on va pouvoir générer des credentials. Côté Google, ça s'appelle une clé de service account. Et c'est simplement une clé RSA, une clé privée qu'on va stocker côté GitHub et transférer côté Google. Alors, quelle solution j'ai pour pouvoir m'authentifier sur ma registry? Première étape, déjà, le sécuriser. Eh ben, celle que je viens d'évoquer, utiliser une clé de service account stockée dans un GitHub secret et on le passe dans le workflow. C'est bien, ça marche. Votre responsable sécurité sera déjà très heureux. Le problème pour nous, c'est pas credentialless. Si vous devez faire la rotation, vous devez faire la mise à jour. Alors, j'ai eu une petite idée. Bon, elle n'est pas de moi, je l'avoue. Mais je me suis dit, finalement, on a une identité côté GitHub. Déjà, moi, en tant qu'humain, j'ai mon identité, j'ai mon compte. Voilà. Mais mon repo, il est aussi connu. Il a une identité. Et si mon repo, il pouvait s'authentifier côté Google Cloud et être autorisé à consommer des services, ça serait chouette quand même. Ouais, par contre, là, tu viens d'utiliser des termes un peu techniques. On parle d'identité, on parle d'authentifier, on parle d'autoriser. Je pense qu'il est temps qu'on fasse un petit tour au pays de la théorie de la sécurité, parce que c'est bien beau de se passer des credentials, mais si c'est pour derrière ouvrir les portes à tout le monde, c'est pas très intéressant. Donc, on va passer sur quelques concepts de sécurité liés à tout ça, et on va reposer les bases. Tout d'abord, une identité, qu'est-ce que c'est ? J'ai ouvert le Larousse et j'ai trouvé une définition qui est très adéquate. Identifier, c'est préciser la nature de quelque chose, son type, sa catégorie, pouvoir dire ce que c'est. Je vais faire une transposition au monde des êtres humains tels que nous pour identifier, authentifier, autoriser. Et identifier, c'est très simple, c'est dire cette personne-là qui est à mes côtés, son identité, c'est Gaëtan Bogart. Je ne connais pas son numéro de sécurité sociale, mais on en a une aussi, parce que l'administration française, elle est très bien faite. Auprès de la CPAM, on a un identifiant qui est le numéro de sécurité sociale, qui l'identifie, mais ce n'est pas la même chose que le patronyme qui, lui, est utilisé, par exemple, à la police. Donc, on va utiliser ici des termes de référentiel d'identité, et le fait qu'on ait plusieurs identifiants pour une même entité, on va pouvoir parler de fédération d'identité. On peut identifier cette personne-là à mes côtés par son patronyme ou par son numéro de sécurité sociale, par exemple. L'étape suivante, c'est l'authentification. Là, bon, Larousse n'était pas très inspirant, du coup j'ai pris le Robert. Et le Robert indique que quelque chose qui est authentique, c'est quelque chose dont l'autorité, la réalité, la vérité ne peut pas être contestée. Parce que c'est bien beau de dire que la personne à côté de moi, c'est Gaëtan Bogart, mais j'aimerais bien être sûr que c'est Gaëtan Bogart et que c'est bien lui le speaker et pas quelqu'un qui est en train d'usurper son identité. Pour ce faire, en tant qu'être humain, on a ce qu'on appelle des facteurs d'authentification, des familles de comment est-ce qu'on fait pour être sûr que cette personne-là s'appelle Gaëtan Bogart. D'abord, il y a ce qu'on est. C'est ce qu'on utilise régulièrement, la forme du visage, l'empreinte rétinienne, digitale. Voilà, c'est ce qui constitue notre être. Il y a aussi ce que l'on possède, et c'est ce qui va être réclamé par la police, par exemple une carte d'identité, un passeport, ce genre de choses. Ça, c'est ce que l'on possède. C'est le deuxième facteur d'authentification. Troisième facteur, ça va être ce que l'on sait. Ça va être, par exemple, un secret partagé. Le fait que je lui ai emprunté 5 € sur sa carte Ticket Resto la première journée de notre mission commune. Mais bon, ça, c'est un secret entre nous. Ça, c'est pour le monde des êtres humains. Dans le monde des applications, une application, ça n'a pas de doigt, donc ça n'a pas d'empreinte digitale. Donc c'est très compliqué. J'ai perdu le son. 1, 2, 1, 2. Ah, c'est revenu, merci. Donc c'est très compliqué d'authentifier une application sur ce qu'elle est, parce qu'au final c'est quelque chose de virtuel, c'est juste un petit peu d'électricité qui circule dans un processeur. Ça n'a pas de main non plus, ça ne peut pas posséder de carte d'identité, donc au final on ne peut authentifier que sur ce qu'elle sait, sur l'information auquel elle a accès. Et enfin, on a l'autorisation. Là, dans l'autre sens, c'est le Robert qui est pas très inspirant. Je repris mon Larousse. Et autoriser, c'est donner à un acteur la permission, le droit de faire quelque chose, rendre possible son action, lui permettre d'user de quelque chose. L'autorisation, ce serait par exemple que j'autorise à cette personne à mes côtés d'aller piocher
filer 5 € dans mon portefeuille pour lui rembourser son sandwich que j'ai payé avec sa carte ticket resto. Voilà, en espérant qu'il y ait moins de coupures. Voilà. Et le problème de l'autorisation, c'est que on peut autoriser, c'est très simple d'autoriser, mais si je n'authentifie pas avant d'autoriser, je peux très bien autoriser Fantomas à mes côtés d'aller me détrousser tout mon argent et je n'aurai pas avancé dans mes histoires de remboursement de dette. Dernier concept, c'est le credentialless. On entend aussi le terme de keyless dans certaines littératures. Nous, on préfère le terme de credentialless et je vous propose mon deuxième hot take personnel. Le but du credentialless, c'est d'autoriser un acteur authentifié sans avoir à gérer les informations d'identification, ce qu'on appelle couramment les credentials. Voilà pour ce qui est de la théorie. Maintenant, comment est-ce qu'on fait de l'autorisation dans la vraie vie de tous les jours des applications ? Il y a un outil qui s'appelle OAuth, qui marche bien, qui permet de faire de l'autorisation bien. Et c'est un protocole qui est ouvert. On a différentes RFC. La première a été publiée en 2012, donc c'est pas si récent que ça non plus. Et ça s'appuie sur des standards qui sont ouverts, notamment le HTTP pour faire le transfert d'informations. HTTP, c'est un protocole qu'on ne présente plus aujourd'hui. On utilise le format JSON pour présenter l'information. Là, de même, format JSON, on ne le présente plus non plus. Et on va s'appuyer sur des tokens JWT. Petite parenthèse sur les tokens JWT, c'est une surcouche sur des objets JSON qui va permettre de faire de la signature cryptographique sur des objets JSON pour authentifier le contenu de l'information dans l'objet JSON. Ça se résume en 3 parties. La première partie, ça va être les informations de l'algorithme qui a été utilisé pour faire la signature cryptographique. La deuxième partie, c'est le payload, donc ça va être les informations qui vont être véhiculées dans ce token. C'est ce qu'on appelle des claims. Un champ, c'est un claim. On a des champs qui sont standards. Il y a des champs qui sont spécifiques au provider du token. Ici, vous avez des informations qui sont fournies par GitHub à la CI lors de son exécution. Donc on a des informations standards et on a des informations spécifiques à GitHub, notamment le dépôt sur lequel s'exécute la CI. Et enfin, la deuxième partie que je n'ai pas référencée parce que c'est un petit token qu'on a forgé, c'est la signature cryptographique. Et une fois qu'on a le token JWT, que l'on connaît l'identité de ce fournisseur de token, on peut vérifier l'authenticité du token JWT. Et l'OAuth propose un protocole qui est abstrait, avec 4 rôles, et qui va permettre de décrire comment on fait de manière abstraite l'autorisation. Premier rôle, ça va être le client. Ça va être par exemple une application sur mon smartphone pour gérer mes photos de chatons dans le cloud. On a le resource owner, donc ça va être l'utilisateur qui possède des photos de chatons, moi par exemple. On va voir l'Authorization Server, donc ça va être la partie du cloud qui va s'occuper d'autoriser ou non les accès à telle ou telle photo. Et enfin, les photos, elles vont être stockées quelque part sur une autre partie du cloud, ça va être le Resource Server. Dans un premier temps, mon application, elle va me demander l'autorisation d'agir en mon nom sur les ressources que je possède. Typiquement, quand on installe une nouvelle application sur Android, on a une petite pop-up qui demande si on veut donner l'autorisation d'accéder au système de fichiers, à l'agenda, au carnet de contact, etc. Ça, c'est la première étape, c'est la flèche A et B, c'est le Authorization Request et Authorization Grant. À partir de ça, l'application, une fois qu'elle a été autorisée par le Resource Owner, elle va fournir l'Authorization Grant à l'Authorization Server, et l'Authorization Server va authentifier ce grant et va fournir un Access Token. L'Access Token qui est un token JWT. Une fois que le client a l'Access Token, il peut fournir ce token JWT avec ses requêtes au Resource Server, et ensuite le Resource Server vérifie l'authenticité de ce token et va autoriser ou non l'accès à la ressource. Et c'est comme ça qu'on fait pour accéder à ces photos de chatons au travers de son application sur son smartphone. La problématique, c'est que ce protocole OAuth ne gère que l'autorisation. Elle ne gère pas l'authentification. Elle va laisser le choix à l'implémenteur de comment gérer l'authentification à l'intérieur de ce protocole. Comment authentifier, ça va dépendre de la nature des acteurs, ça va dépendre du contexte technique de l'application.
Et pour ça, on va avoir ce qu'on appelle des grants. Ça va être des applications concrètes de comment implémenter ce protocole. Par exemple, on a l'Authorization Code avec le PKCE. C'est exactement ce que j'ai décrit avec le cas d'un utilisateur qui interagit avec une application interactive. On a par exemple aussi le Device Code. Là, c'est plus adapté pour le cas où on a des TV connectés. On a le Clear Credential qui permet d'identifier non pas un être humain, mais une application qui va se déclencher toute seule, par exemple, un traitement batch. On va avoir le Token Exchange qui va permettre d'authentifier à partir d'une authentification précédente d'un serveur tiers, enfin d'un service tiers. Et on a aussi la possibilité d'implémenter notre propre système par-dessus OAuth avec la RFC 6749. Et je viens de parler de autoriser à partir d'une autorisation d'un serveur tiers. Bah ça, c'est intéressant, ça ressemble à ce qu'on fait, à ce qu'on veut faire avec GitHub et GCP. Alors ici, j'ai repris l'iconographie de Atlassian et de GCP. Dans l'idée, on va avoir notre serveur Bamboo, donc la solution de CI de Atlassian, qui va être déclenché. Et ce qu'il y a de bien dans ce genre de cas, c'est que quand c'est déclenché, le Authorization Server va fournir automatiquement un Access Token à l'environnement d'exécution. Donc ici, la flèche A, elle est gérée automatiquement sous le capot par la solution SaaS. CI, ensuite, ce qu'elle peut faire avec le Token Exchange, c'est utiliser ce Access Token qui vient de chez Atlassian pour le fournir à GCP, à la partie IAM. GCP, avec sa configuration, va pouvoir inspecter le token, vérifier l'authenticité auprès de Atlassian et déduire des informations de ce token pour fournir un token qui vient de chez lui. Et ensuite, ma CI, avec ce deuxième token qui vient de chez GCP, peut aller interagir avec mes ressources côté GCP. Voilà. Alors, quittons un peu le monde joyeux des RFC, retournons chez Google. Petit disclaimer, on s'appuie sur Google pour notre présentation et démo, mais on parle d'un standard OAuth2 et ce standard il est disponible chez tous les code providers et tous les outils qui l'implémentent. Voilà. Donc on peut transposer ce qu'on dit à AWS, Azure, Alibaba ou autre. Maintenant qu'on veut pouvoir utiliser une entité externe côté Google, la réutiliser, on a un service qui est dispo depuis 2021 chez Google qui s'appelle le Workload Identity Federation. Ils n'ont pas été chercher très loin, fédération d'identité. Ce service, il va vous permettre d'utiliser une identité externe pour emprunter un service account. Donc en fait, cette identité à l'extérieur va se faire passer pour un service account Google. Vous revenez finalement dans le moule de Google, et donc là, vous pouvez vous appuyer sur tout ce qui est Airbag et Airbag classique Google avec des rôles IAM. Donc là, on va voir comment autoriser cette identité externe à se faire passer pour un compte de service côté Google. En plus, c'est bingo, on est pile poil dans le credential-less, puisqu'au lieu d'avoir des clés de service account, on va pouvoir remplacer ça. Nos clés de service account, généralement, elles ont une durée de vie assez longue. Moi, personnellement, par expérience, le plus court que j'ai vu, c'est 90 jours. On va pouvoir remplacer ça par des tokens de durée de vie courte. On est plutôt à l'ordre des minutes, voire heures. Voilà. Chez Google, ça se décompose en deux parties. Vous avez le Workload Identity Pool. C'est une entité chapeau. Ce n'est pas forcément celle-là qui nous intéressait. Il faut forcément passer par là, mais c'est que la première étape. On va s'intéresser au Workload Identity Provider. C'est ce qui va caractériser une relation entre Google et un autre provider d'identité. Donc GitHub, AWS, Azure, n'importe quelle autre solution. Dans les faits, comment ça se passe? Vous allez vous retrouver avec une application, donc là la partie gauche du schéma, vert, il a son workload, son identity provider, c'est sa tambouille interne, il récupère des credentials. La flèche numéro 3, ces credentials vont être transférés à Google, au Security Token Service, qui va s'occuper de faire la validation, notamment des signatures JWT, et il va aller vérifier auprès du Workload Identity Pool si ce token, cette identité externe finalement, elle a le droit d'aller utiliser le dernier service account. Donc on voit à droite du schéma le service account qui va accéder aux ressources Google. Une fois que c'est fait, on voit bien que le Security Token Service, la numéro 6, il va renvoyer un token à notre workload, token qui correspond à notre service account. On a notre identité Google, on peut consommer du service chez Google. Nous, on est sur GitHub Google Cloud.
c'est exactement la même chose. Notre workload à l'extérieur, c'est du GitHub Action. Ça tombe bien, GitHub Action, il sait générer un token JWT, voilà, avec un certain nombre d'attributs, ce qu'on appelle des claims. Là, on peut voir le repository, notamment l'event qui a déclenché, voilà, ainsi de suite. Ça va repasser dans la moulinette côté Google et on va pouvoir emprunter l'identité du service account et consommer enfin notre artefact registry. Comment ça se passe en termes de ligne de commande? Vous allez devoir créer votre workload identity pool, votre fameuse entité chapeau. Voilà. Il faut un projet, un display name. Voilà. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le provider. Là, on va venir créer un provider de type OIDC, GitHub. On va venir le rattacher à notre pool. Voilà. Et on va pouvoir déjà faire un premier filtre sur les tokens qui vont avoir accès à notre workload entity pool. Je ne parle pas de l'accès au service account. Ça, l'autorisation, elle se fait après. Mais déjà, on peut faire un premier filtre pour dire, c'est le cas ici, si le repository owner, donc le champ repository owner de mon token ne vaut pas Beaugarger, pas de spoil, c'est mon orga personnel sur GitHub, on a le droit d'utiliser ce pool. Donc seuls les projets, les repos qui sont dans mon orga personnel peuvent tenter le workload entity défini ici. Ensuite, on va venir mapper les champs du token JWT GitHub. On va venir les mapper côté Google, parce que Google ne les connaît pas. Voilà. Donc, première ligne, on va faire le Google Subject. Généralement, ça ne change pas trop. C'est un standard, donc on va prendre le subject dans le token JWT et le mettre côté Google. C'est un identifiant interne du user, et c'est surtout celui qui va permettre de tracer dans les audit logs Google tout ce qui a été fait avec. Voilà. Et enfin, on va pouvoir mapper des attributs en plus, c'est du bonus. Donc là, on a mappé l'attribut repository, donc assertion pour repository. Assertion, c'est la syntaxe Google, c'est pas moi qui l'ai inventé, et on va le mapper sur un champ qui s'appelle repository côté Google. Pourquoi je fais ça? Eh ben, dans ma phase d'autorisation, je vais pouvoir mettre des filtres sur est-ce que le repository il a une valeur bien précise pour autoriser l'empreinte du service account. Dernière étape, il faut valider ce token. Donc là, on va devoir mettre l'issuer URI. Souvent, vous avez peut-être déjà vu des well-known OpenID configuration, des choses passées comme ça. C'est notamment là qu'on va pouvoir récupérer le JWKS. Alors, si je ne me trompe pas, JSON Web Keyset, c'est les clés publiques qui ont servi en fait à signer votre token, et c'est comme ça qu'on va pouvoir le valider. Des fois, c'est endpoints qui ne sont pas publics, on peut l'importer aussi. Une fois qu'on a ça, on est authentifié auprès de Google. Google va reconnaître mon repository. Par contre, je dois toujours consommer ma registry. Pour ça, j'ai un service account, gar pusher, qui, lui, est déjà configuré avec les bons rôles côté Google, avec l'accès à l'artefact registry. On va venir attribuer le rôle IAM Workload Identity User. Donc, on va venir dire, il y a des users qui vont avoir le droit de se faire passer pour ce service account. Les users, c'est la dernière ligne, c'est le member. On va mettre principal set avec notre workload identity provider name. Je l'ai caché parce que sinon il a à rallonge. Et parmi tous les utilisateurs de ce workload identity, je vais venir en sélectionner quelques-uns. Je vais venir sélectionner ceux qui ont le champ repository avec Beaugarger/myapp. Ça veut dire que seul le repo qui s'appelle myapp dans mon orga personnel a le droit d'aller pousser sur la registry côté Google. Ça, on a configuré la tuyauterie côté Google, c'est parfait. Il faut encore le faire côté GitHub Action. Maintenant, il faut le déclencher. Très simple. Il faut générer un token JWT. Il y a des permissions pour ça. C'est très bien documenté. On a une GitHub Action qui le fait. On donne notre Workload Identity Provider, notre service account. Et en sortie, on va récupérer un access token. Durée de vie courte en plus. Je l'utilise pour me connecter sur la gare. Voilà. Et après, je peux faire mon Docker build and push. Donc là, je pense qu'on peut s'applaudir. C'est déjà une bonne première étape, franchement. Un credential de moins, mais il en reste 2. Attends, tu es en train de me dire que là, en 2 commandes sur GCP et 2 actions sur GitHub Action, on a sécurisé l'accès sans credential. Sans les mains. Yeah, ouais. Allez, je prends la suite.
je prends la suite, je suis chaud, je vais m'attaquer à ce lien-là. Donc entre mon application et Google Cloud Storage. La solution en place, c'est, comme tout à l'heure, une clé de compte de service. Et comme tout à l'heure, même combat, c'est toujours pas credentialless. Deuxième solution, je réfléchis très très fort. On peut utiliser le compte de service qui est rattaché au nœud GKE qui va exécuter mon application. Ça, ouais, c'est credentialless. Par contre, niveau sécurité, non, on n'est pas dans le least privilege parce qu'on va avoir les mêmes droits que le nœud GKE. Et en plus, on va avoir la même identité que potentiellement d'autres applications. Donc, non, ça, si vous faites ça, vous allez être poursuivi par votre équipe sécurité. Là, je réfléchis très très fort et je vais piquer l'idée de Gaëtan qu'il a piqué à encore quelqu'un d'autre. Je vais utiliser l'identité de mon application sur Kubernetes. Il y a une fonctionnalité sur GCP qui s'appelle Workload Identity. Alors, si ça ressemble à Workload Identity Fédération, c'est pas pour rien, c'est la même chose, mais en plus vieux, en plus restreint et plus facile à mettre en place. L'idée, c'est qu'on va utiliser le compte de service côté Kubernetes de l'application. On va faire le mapping pour aller récupérer et s'authentifier en tant que le compte de service côté Google. Et ensuite, à partir de là, on peut utiliser les droits associés à ce compte de service Google pour faire les actions qui nous intéressent. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le SDK Google fait tout ça de manière transparente pour nous. Comment on fait ça? Première étape, c'est réussir à faire l'identification entre le compte de service Kubernetes et le compte de service Google. Pour ça, vous utilisez un manifeste. Dans une annotation qui est IAM GKE.io GCP Service Account, vous allez y mettre l'identité du service account que l'on va cibler pour le mapping. Ici, GCS bucket pour accéder à mon bucket GCS. Voilà, étape Kubernetes, voilà, c'est déjà terminé. Étape GCP, il faut donner le droit, comme tout à l'heure, pour faire le token exchange à ce niveau-là. Pour ça, on va cibler un type de service account qui est particulier. On va cibler, alors il y a une nomenclature, c'est le nom du projet, .svc.id.goog, et entre crochets, l'identifiant unique du compte de service dans le cluster cube. Donc ça s'identifie avec le namespace et le nom du compte de service. On va lui donner le rôle Workload Identity User, et voilà, c'est déjà terminé en fait. Encore, hein, ça fait toujours du bien. Hein. Alors pour vous rassurer, la première fois qu'on met en place Workload Identity sur GKE, c'est surprenant à quel point c'est très rapide et très facile à mettre en place. Bon, vu que c'était facile, je pars à la suite. Maintenant, je vais m'attaquer à la sécurisation entre mon application et PostgreSQL. PostgreSQL, il sait faire de l'hôte? Non, pas là. À moins que tu aies une idée, je pense qu'on est marron là. Bon, écoute, tant pis. Hein. On va déjà le faire bien, mais on va déjà utiliser un user mot de passe classique. On va essayer de le stocker et le distribuer de manière sécurisée. C'est déjà pas mal. On a déjà fait la moitié du travail. Et pour ça, moi j'ai un outil que j'affectionne beaucoup, ça s'appelle Vault. Pourquoi j'utilise Vault et pas Secret Manager Google ou AWS, qui sont très bien. Mais il y a une petite cerise sur le gâteau qui arrive. On verra qu'on va quand même réussir à s'en passer de Secret Credential. Donc l'outil Vault, je pense que vous connaissez pas mal l'outil Vault, ou en tout cas si vous avez déjà entendu parler. C'est un outil développé par HashiCorp. Vous avez une version open source et enterprise. Tout ce qu'on va vous présenter est dispo dans la version open source. Voilà. Vos clients seront donc contents. Et Vault, c'est un outil qui permet de manager des secrets. Ok, mais c'est quoi un secret? Eh ben, finalement, un secret, c'est tout ce qu'on n'a pas envie de dévoiler. On veut contrôler étroitement l'accès à nos secrets. Donc ça peut être des mots de passe, ça peut être des certificats, ça peut être n'importe quoi. Et du coup, ça veut dire que mon application elle va devoir communiquer avec Vault pour récupérer les credentials, pour se connecter à PostgreSQL. Ouais. Donc ça veut dire potentiellement des credentials à gérer entre l'application et Vault. Rassure-moi, il sait faire le token exchange, ton truc. Effectivement, c'est quand même bien pensé. Ça aurait été ballot. Mais Vault va supporter ce qu'on appelle des hot méthodes. Il va en implémenter pas mal d'ailleurs, qui se basent toutes pour la plupart sur du token exchange. Voilà.
et vous allez pouvoir faire une authentification directement credential-less. Voilà. Donc vous avez des authentes spécifiques sur du Kubernetes, des authentes Google Cloud, AWS, Azure. Vous allez par exemple pouvoir utiliser les service accounts pour connecter directement à Vault. Vous pouvez faire aussi de la connexion via les machines. On peut imaginer très bien les IP des machines, des choses comme ça. Voilà. Et si jamais vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce petit nuage, eh ben on va revenir sur la partie centrale du JWT OIDC classique. Et après, c'est à vous de configurer, bien sûr, cette autente-là. L'autente, c'est bon, on est tranquille. On va pouvoir s'attaquer maintenant à notre base de données. Vault, lui, il va gérer des secret engines. Donc, les secret engines vont permettre de manipuler, de générer des secrets. Idem que pour les autentes, vous en avez plein. Vous avez des secret engines pour les cloud providers. Google Cloud, générer des access tokens, par exemple. Sur AWS, vous allez pouvoir générer des access keys. Sur Azure, je n'ai pas le terme, mais vous pouvez aussi générer des credentials. Ça fait les cloud providers, mais ça fait d'autres choses. Vous pouvez générer, par exemple, des API keys sur Mongo Atlas. Ça serait chouette d'avoir un provider pour Event, un secret engine pour Event d'ailleurs. Vous pouvez gérer une PKI, donc générer des certificats SSL. On peut faire des certificats SSH. On peut faire de l'encryption as a service. On peut faire du chiffrement comme ça à la volée. Bref, vous pouvez faire plein de choses. Souvent, le secret engine qu'on utilise, alors c'est peut-être un peu le plus simpliste, mais le plus utile quand même, c'est le clé-valeur. Voilà. On va stocker des clés et des valeurs. Il sait le faire, il le fait bien. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est le Database Engine. Voilà. Donc là, vous doutez que Database Engine, on va pouvoir générer des credentials de database. Hop. Bien sûr, il est extensible, il y en a plein d'autres. On peut faire ses propres plugins en Go. À fun. Petit focus sur le clé-valeur. Voilà, on stocke les clés et les valeurs. Donc là, j'ai stocké mes variables d'environnement, PG, ma database, mon host, mon password, et après, je m'occupe de le distribuer. Il y a plein d'outils qui permettent de synchroniser Vault vers Kubernetes. Voilà. Oui, c'est sécurisé. Nous, on va faire du Database Engine, et Database Engine, il supporte plein de types de databases. Du Postgre, du Mongo, du Redis, voilà. Toujours pareil, il sait faire plein de choses. S'il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire, eh ben, vous pouvez le coder. Pareil, il y a un système de plugin. Comment ça se passe, les Database Engine Postgre? Première étape, on va l'activer. Donc vous allez enable le database. Voilà, vous avez un pass à donner. Ensuite, il va falloir faire une connexion à votre base de données. Forcément, Vault, il va devoir l'utiliser, votre base de données. Donc, il y a forcément des credentials à un moment. Et en plus, il est super calisme, pas si donc. Exactement. Donc, une fois que vous avez défini votre chaîne de connexion, votre user, vous mettez votre credential. Rassurez-vous, Vault peut faire la rotation de ce password pour vous. C'est-à-dire qu'au début, je peux mettre root et password. Ensuite, je dis à Vault, génère-moi un nouveau mot de passe pour ce compte. Vault fait la rotation, il le stocke en interne chez lui. Voilà, votre mot de passe ne peut plus fuiter. Et c'est lui qui va s'occuper de faire la rotation. Donc là, on est encore safe. Une fois que vous avez ça, Vault, le Secret Engine Database, gère deux types de credentials. Le nommage, c'est pas moi qui l'ai choisi, je trouve qu'il n'est pas ouf. Le premier type de credential, c'est credential. C'est quoi credential quand on parle de database engine? C'est un couple user-mot de passe. Voilà. Je peux générer le user Toto 1, puis Toto 2, puis Toto 3, et ainsi de suite, avec à chaque fois un nouveau couple de mots de passe. C'est quelque chose d'éphémère et c'est du on-demand, c'est-à-dire que vous allez appeler l'API Vault pour dire génère-moi un nouveau credential, et c'est à ce moment-là où il va faire la création. Vous pouvez voir avec le client Vault comment ça se configure. On a la statement de création. Voilà. Donc là, on va créer un rôle, par exemple, avec le login, et on va d'ailleurs faire une expiration de ce user. Donc là, à chaque fois que je vais créer un user, mon user il va rester valable 1 heure sur la base de données, et ensuite il va disparaître. Ça marche pas mal. Moi, j'ai eu quelques soucis parce qu'avec Postgre, j'avais des problèmes d'ownership. Vu que votre user change, là, il faut faire un peu attention. On attaque l'API Vault, on va dire lire notre secret. Donc, à ce moment-là, je vais demander une génération. Voilà, je suis en on-demand.
il va me sortir un username selon un pattern que lui il connaît, mon password, et il va me le mettre un TTL d'1 heure. Donc au bout d'1 heure, Volt il va faire l'expiration. Vous pouvez aussi customiser la révocation de ce user. Voilà. Je ne l'ai pas mis avant, mais vous pouvez mettre une revocation statement par exemple, s'il y a du nettoyage à faire sur votre base. Et là vous avez un nouveau cred, user, password, un nouveau couple. L'autre partie, c'est le static credential. Le static credential, c'est je garde le même user et je rotate le password. La différence, c'est que la rotation, elle est basée sur un cron, voilà, ou une période. Là, je l'ai mis toutes les 15 secondes, par exemple. Et mon user va rester le même. Volt va s'occuper de faire la rotation toutes les X secondes. Et quand je vais récupérer le credential auprès de Volt, ce n'est pas à ce moment-là qu'il va faire une rotation. En fait, il va juste me donner la version actuelle du mot de passe. Voilà. On voit bien que dans la rotation statement, là, je fais juste une modification de mon user avec un nouveau password qui est généré par Volt. Pareil, j'attaque l'API Volt, je vais venir lire mon credential. On récupère le password, le username, vous voyez que c'est my app, je n'ai pas été chercher très loin. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le TTL. La rotation period, elle est de 15 secondes. Et au moment où j'ai fait mon appel, eh ben, mon credential avait déjà 3 secondes de durée de vie. C'est déjà 3 secondes qu'il avait été généré. Voilà. C'est bien ce qu'on dit, mais ça serait peut-être cool une petite démo, quoi, qu'on le prouve. Alors je vous invite à flasher le QR code. Hop. C'est le moment où on croise les doigts. C'est notre fameuse appli Go qui est partie et qui est déployée sur le cluster. Hop, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà. Normalement, vous arrivez sur une page de sondage, un vote pour savoir si vous préférez les tabs ou les espaces. Voilà. Bon, j'espère qu'on est normalement tous des YAML engineers, donc on ne devrait pas avoir trop de surprises. Voilà. Bon. On n'a rien vu. L'application marche à peu près bien. Hein, vous n'avez pas de problème avec l'application. Et ben maintenant, je vais vous annoncer que le mot de passe de la base de données Postgre qui stocke les votes, il est rotaté tous les 15 secondes et que mon appli, elle est redémarrée toutes les 15 secondes aussi. Et voilà. Tout ça sans les mains. Voilà. Et là, votre credential, vous n'avez plus besoin de le gérer. Comment ça se passe sous le capot? Hop. Alors, la preuve, c'est mon cluster cube. Voilà. On peut voir que mon pod va être mis à jour toutes les 15 secondes. Voilà, donc toutes les 15 secondes, j'en ai un nouveau qui démarre. Comment ça se passe? En fait, on a utilisé ce qu'on appelle le Volt Secret Operator. Voilà. C'est une méthode d'injection qui est disponible par HashiCorp, qui va s'occuper de synchroniser le secret dans Volt et le synchroniser en secret cube dans le cluster. Voilà. Et quand ce secret il est mis à jour, il va faire un rollout de l'application. Voilà. Donc là, pour le coup, vous avez une chaîne de bout en bout. On a configuré une ressource pour faire la connexion à Volt. Je ne vais pas les montrer, ce n'est pas intéressant. Voilà, on va avoir une URL et l'autante. Ce qui est plus intéressant, c'est de voir que ici, j'ai une ressource de type Volt Dynamic Secret. C'est une custom ressource de l'opérateur. Je peux définir le rollout. Donc dire que quand le secret change, tu vas me déclencher un rollout de ce déploiement-là. Voilà. Ensuite, on se base sur Kubernetes. Comme on a bien configuré, comme l'a dit Sébastien ce matin, no liveness, no readiness, on n'a pas de coupure de service. On donne aussi forcément le pass auquel on va aller chercher dans Volt. Et ici, on a le fameux secret, la destination, donc le DB secret côté Kubernetes. Voilà. On devrait le voir ici, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, mon secret. Vérifier le timing. Et ici, je vais retrouver mon password. Hop. Mon password. Et si on attend 15 secondes et qu'on prie très fort. Allez. Il commence par T0 play. Ah, voilà. Vous voyez que maintenant, mon mot de passe a changé et normalement, ça a déclenché le rollout de mon application. Voilà. On peut applaudir.
te laisse la main. Voilà, même toi, ingénieur sécurité, tu peux être heureux, tu peux applaudir. On va conclure rapidement. Déjà, je reprends ma première hot take. Gérer des credentials, c'est nul. Ça n'a aucune valeur ajoutée. Ça prend du temps. C'est un risque de sécurité considérable. Donc, c'est bien de ne pas avoir à le faire. L'autre 2, c'est un protocole d'autorisation qui est très extensible et n'hésitez pas à vous en servir. En plus, il y a beaucoup de librairies dans beaucoup de langages qui permettent de l'implémenter. Le token exchange, donc c'est un des mécanismes d'autorisation dans OAuth. Aujourd'hui, on a vu en surface, mais maintenant, ce n'est plus tout à fait magique pour vous. On a beaucoup insisté sur Google et sur GitHub, mais c'est un protocole qui est implémenté dans beaucoup de providers et dans beaucoup de softs. Et si jamais le protocole OAuth n'est pas implémenté, vous avez toujours des outils comme Vault qui permettent justement de se placer là où vous ne pouvez pas mettre en place de l'OTANT avec OAuth. Et donc maintenant, plus aucune excuse pour avoir à gérer des credentials à la main. Merci pour votre écoute. Et on va pouvoir passer aux questions pendant que je vous affiche la slide avec le QR code pour les feedbacks. On a été si clair que ça. Une question ici. Il y a un micro qui arrive. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, c'était super intéressant. Le fait de redémarrer tes pods à chaque changement de password, ça pose pas de problème plus que ça? Alors, normalement, si l'application elle est bien codée, ça ne pose pas de problème. Parce qu'avec PostgreSQL, là c'est un cas particulier, quand on change de mot de passe, la connexion elle est toujours active. Donc, quand on change de mot de passe, l'application elle est toujours là. Et si on fait un rollout, c'est justement pour éviter d'avoir à mettre dans l'application cette logique de régénérer des connexions quand on change de mot de passe. Après, là, on est d'accord que changer de mot de passe tous les 15 secondes, c'est un petit peu extrême. On va plutôt vouloir faire des changements de mot de passe, aller peut-être 1 à 2 fois par jour pour de la production. Ok, merci. Une autre question? Il y avait une question. Ok, c'est ça. Okay, attends, il y a le micro qui arrive. Merci. Moi j'ai une petite question parce que ça rajoute, alors je ne vais pas dire des spofs, mais vous avez déjà eu le cas en production où la chaîne a eu quelques problèmes, et si oui, comment vous l'avez géré? Alors, en toute transparence, on ne l'a pas encore implémenté la partie Dynamic Secret. C'est un objectif chez mon client. Moi, justement, sur la partie Vault Enterprise, sur l'hébergement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un SPOF. Mais Vault Enterprise est très robuste en termes de achat. Voilà, ils ont un mécanisme assez poussé. Ça n'empêche pas le contrôle de ton application et essayer au maximum quand même limiter l'adhérence. Voilà. Voilà. Une dernière question peut-être? Yes, merci pour la presse, c'était cool. On a vu à un moment la partie relier l'identity cube à workload identity. Donc ça marche, c'est facile, c'est chez GCP. Si on est chez AWS ou Azure, c'est quoi les équivalents et à quel point c'est aussi facile ou pas? Très bonne question. Alors, je sais qu'il y a du workload Identity Federation chez les autres cloud providers. Chez Azure, je crois que ça s'appelle pareil. Voilà, il me semble. Je ne l'ai pas utilisé personnellement. Maintenant, côté cluster Kubernetes, j'ose espérer qu'ils l'ont. Je ne vois pas pourquoi, mais je ne peux pas te le signer avec mon sang en tout cas. Si quelqu'un a la réponse, il est bienvenu d'ailleurs. Okay. Monsieur dit oui. Merci. Oui, merci pour le talk déjà, c'était très intéressant.
Est-ce que vous avez pensé, parce que là vous avez expliqué toute une méthode à base de Vault pour la connexion, faire du credential-less avec PostgreSQL. J'aime beaucoup Vault, mais c'est très compliqué, je trouve, de mettre en place Vault juste pour ça. Est-ce que vous avez pensé à faire du Cloud SQL proxy ou à utiliser les connecteurs en Go ou en Python disponibles qui permettent de faire un peu comme du Workload Identity, mais pour se connecter à du PostgreSQL? Alors, je vais prendre la réponse. Alors, effectivement, ça peut être une usine. Alors, juste pour info, côté Google, ils ont sorti en septembre une fonctionnalité pour utiliser directement les services account Ouais, c'est ça dont je parle. Google sur Cloud SQL. Nous, on a essayé d'être le plus générique possible dessus. C'est pour ça qu'on utilise la base programme. Mais effectivement, si on était full Google, là, pour le coup, on pourrait s'en passer. Merci. Merci beaucoup.